Il est 20h sur les antennes de la télé Futurs Médias. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Astou, bonsoir. Bonsoir, cher Tidjane. Bonsoir, chers téléspectateurs. Et c'est parti pour les titres de cette édition. Le collectif des habitants de Colobane sur le pied de guerre. Il envisage d'entamer une grève de la faim pour obtenir la libération des 2 jeunes du quartier condamnés à 20 ans de travaux forcés. Un nouveau plan d'action dans la lutte pour la libération de Karim Wade. Le Front patriotique pour la défense de la République va internationaliser son combat. Mamadou Diop Decroix et compagnie vont écrire au président Obama et Hollande. La construction de mosquées désormais réglementée au Sénégal, une décision du ministre de l'Intérieur. Les imams, eux, soutiennent que l'origine des fonds de construction de ces lieux de culte qui est à l'origine de cette initiative ne souffre d'aucune ambiguïté. En sport, l'AS Pikine en plein dans sa préparation pour son match de préliminaire de Ligue africaine des champions. Le club fagnon de la banlieue ne veut pas se rater pour son entrée en matière face à l'étoile filante du Burkina Faso. Et puis à suivre en fin d'édition, le dossier politique du mercredi qui s'intéresse au dialogue politique. Un appel du chef de l'État qui semble devenir un vœu pieux. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le collectif des habitants de Colobane déterminé à entamer le bras de fer dans l'affaire des 2 jeunes condamnés. Et une grève de la faim pour obtenir leur libération n'est pas à exclure. Le collectif des habitants de Colobane était face à la presse devant aussi une population déterminée à mener le combat jusqu'au bout. Ibrahim Kane du Rouge, il y en avait à Colobane. Colobane en rouge, le quartier se mobilise pour s'insurger contre la condamnation de ses fils à 20 ans de travaux forcés. Hommes, femmes, jeunes et adultes, tous ont pris part à la rencontre. Un seul mot d'ordre vaille, la libération de Cheikh Sidati Mané et Cheikh Diop. Le collectif jette le discrédit sur le verdict de vendredi et interpelle le chef de l'État. Le collectif constate le verdict du procès et réaffirme l'innocence de ces jeunes inculpés, mais compte user de tous les moyens mis à leur disposition par la justice. Le collectif remercie ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur soutien à ces jeunes, interpelle l'État, et en particulier le président de la République du Sénégal, son Excellence, M. Macky Sall, à une justice équitable et fiable dans ce dossier. Diatou Diop, visiblement toujours affectée par le verdict, peine à cacher sa désolation. Elle se dit convaincue de l'innocence de son frère. 20 ans de prison, 20 ans de prison infligés à des innocents, c'est une peine très lourde. Et c'est pour cette raison que Colobane se mobilise pour clamer l'innocence de ces jeunes. S'ils étaient vraiment coupables, on ne serait pas tous derrière eux. Aujourd'hui, c'est tout le quartier qui est affecté. Nous demandons tout simplement la libération des jeunes. Autre témoignage, même son de cloche. S'ils avaient suffisamment de preuves, ils n'auraient pas torturé ces jeunes. Ils les ont torturés pour les pousser à avouer des faits qu'ils n'ont pas commis. Même si on leur avait demandé d'avouer que c'est eux qui ont tué le président Kennedy, ils l'auraient fait sous la contrainte. Ce point de presse du collectif des habitants de Colobane est la première étape dans la lutte pour obtenir la libération des 2 jeunes de Colobane. D'autres actions seront déroulées. Le collectif n'écarte pas une grève de la faim pour obtenir, dit-il, son objectif. Ibrahim Kane, le Front patriotique pour la défense de la République décide d'internationaliser son combat pour la libération de Karim Wade et compagnie. Dans une lettre adressée au président François Hollande et Barack Obama, le Front dénonce l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Il a également décrié la CREI qu'il considère comme une cour politique. D'ailleurs, 2 requêtes sont devant la Cour suprême contre le juge Henri Grégoire Diop pour non-impartialité et nous y reviendrons sûrement, cher Tidjane, dans nos prochaines éditions. Yassoubentou, procès Karim Wade, un nouveau chapitre s'ouvre ce lundi après l'audition des témoins avec beaucoup de rebondissements. Des rebondissements, des incidents, exclusion d'un avocat, refus de comparaître du principal prévenu, boycott de la défense, démission d'un juge, limogeage du premier procureur spécial, beaucoup de temps forts retracés par Mamadou Diop.
Après 7 mois de débat rythmé de rebondissements, le procès Karim Wade entame le dernier virage. Le 31 juillet 2014, la salle 4 du palais de justice de Dakar ouvre ses portes à Karim Wade et ses co-prévenus. Ils ont pour nom Ibrahima Abdou Khalil Bourgi, Pape Mamadou Pouy, Mbaye Ndiaye, Pierre Agboba et Alioune Samba Diassé. La majeure partie bénéficie d'une liberté provisoire avant même le démarrage du procès le plus long de l'histoire judiciaire de notre pays. Les audiences sont souvent perturbées par les souteneurs de l'ancien ministre d'État. Parmi eux, le téméraire Moïse Rampinon traite les juges d'anti-Balaka. Il sera arrêté et la main de dame justice fut lourde. 2 ans d'emprisonnement ferme. De quoi calmer les ardeurs des uns et des autres. Pour autant, les témoins continuent à défiler à la barre, à charge ou à décharge. Le procureur spécial auprès de la Cour de répression de l'enrichissement illicite n'aura pas le temps de les écouter tous. Contre toute attente, Ali Ndao, maître d'œuvre des poursuites dans ce procès, est limogé le 11 novembre 2014. Son successeur se nomme Cheikh Tidiane Mara. Autre date marquante, le 14 janvier 2014, l'un des avocats de la défense, maître El Hadji Amadou Sall, pour ne pas le citer, est exclu de la salle par le président de la CREI, Henri Grégoire Diop. Ses confrères se solidarisent. Karim suit la mouvance. Il refuse de comparaître. Motif, l'absence de ses conseillers et accuse les gardes de l'avoir brutalisé. La suite, vous la connaissez, il n'assiste plus aux audiences. Il ne sera pas le seul à prendre cette décision. Le 22 janvier, l'un des 5 juges, l'assesseur Yaya Amadou Dia, rend le tablier en pleine audience. Un coup de gueule avec son président est passé par là. Entre-temps, les 77 témoins cités dans le dossier ont été tous auditionnés. Pour rappel, Karim Wade est poursuivi pour enrichissement illicite portant sur la somme de 117 milliards de francs CFA et les plaidoiries démarrent ce lundi. Procès Karim Wade toujours, Modigay, vous l'avez dit, prochaine étape, les plaidoiries. Question, c'est quoi une plaidoirie? Peut-elle avoir un impact sur la décision du juge? Oui, Maître Barreau, avocat à la Cour, nous apporte quelques précisions. Selon lui, c'est une technique propre aux avocats qui se fondent sur des faits et le droit. L'objectif est de permettre au juge de prendre la bonne décision. Maître Aboubakri Barreau est interrogé par Modigay et Modou Diop. Plaidoirie, c'est en quelque sorte des observations orales qu'un avocat fait à la barre d'une juridiction, un tribunal ou une cour. Par sa plaidoirie, l'avocat développe un certain nombre de moyens, expose les faits, il plaide le droit, parce qu'avant de dire le droit, il faut connaître les faits. Et vous savez, le droit, c'est la forme et le fond aussi. Donc la plaidoirie, c'est une technique à laquelle l'avocat fait recours pour exposer les faits et dire en quoi, en droit, les faits sont constitutifs d'un délit ou ils ne sont pas constitutifs d'un délit. Donc l'avocat, au même titre que le procureur, développe des moyens de droit à la barre qu'il expose, il explique, il explicite les faits et dit en droit ce qu'il veut que le tribunal décide, la décision qu'il attend du tribunal en quelque sorte. Après la justice, l'éducation, Thiès, tapis de doléances pour le ministre de la formation professionnelle à l'École nationale d'économie familiale et sociale. Ces doléances ont pour nom manque de matériel pédagogique, problème de bourse entre autres. Mamadou Talla était en tournée dans l'établissement scolaire. Je propose de suivre le compte-rendu signé Cheikh Anta Diop et Oumar Seylatira. Thiès a accueilli le ministre de la formation professionnelle et de l'artisanat au niveau des écoles de formation professionnelle, un long périple qui l'a conduit au centre d'application pratique de Toubapé-Cook, école nationale de formation en économie familiale et sociale délocalisée à Thiès. Ici, les élèves formateurs en développement local ont égrené un chapelet de doléances devant le ministre. Le ministre, on lui a soumis les doléances, parmi lesquelles nous pouvons citer d'abord le point qui est le plus phare, qui est la restauration. Vous savez, ici, on est à 7 km de Thiès. Ici même, il y a aussi un problème de matériel, de beaucoup de matériel en ce qui concerne les enseignements apprentissages, à savoir les professeurs qui quittent tout le temps Dakar pour venir ici. Et des fois, il manque de venir parce qu'il n'y a pas de moyens de transport. Ensuite, le ministre de la formation professionnelle s'est rendu au lycée d'enseignement technique de Thiès. Des problèmes ont été également soulevés par le personnel, le proviseur, des difficultés qui ont pour nom manque de matériel et de motivation du personnel. Très conscient de ces difficultés, le ministre de la formation professionnelle s'engage à les résoudre dans les plus brefs délais. Nous allons vous accompagner parce que nous tenons à ce centre.
Maintenant, à ce centre, nous allons vous accompagner. Mais allez-y vers les artisans, allez-y vers les entreprises locales, que ces entreprises viennent ici. Cette ouverture ne devrait pas seulement être théorique. À Dakar, on a commencé. Des grands lycées sont aujourd'hui ouverts aux mécaniciens. Des centres sont ouverts au secteur productif. Que la formation soit d'une manière continue, ouverte à tout le monde et en tout temps et dans toutes les filières. C'est ça notre ambition, c'est ça la vision du président de la République, c'est ce que nous mettons en œuvre. Je vous remercie. Ma carte en une journée, un nouveau processus d'inscription pour éliminer toutes les lenteurs notées ces dernières années à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Face à la presse, le recteur de l'université a par ailleurs annoncé un autre programme intitulé Wi-Fi pour tous. Ce projet va permettre à tous les membres de la communauté universitaire d'avoir accès à l'Internet. Nous y reviendrons certainement dans le bulletin d'information de 0h. Opération de déguerpissement Cheikh Tidiane au marché Castor. Les marchands ambulants en veulent toujours à la mairie. Ils soutiennent qu'ils ne font plus de bénéfices car la mairie leur impose de plier bagages à 10h du matin. Conséquence, ils ne peuvent plus écouler leurs marchandises. C'est un reportage signé sur place Alimata Ao et Tierno Laurent Mendy. 10h30 au marché Castor, les vendeurs ambulants commencent à plier bagages. La mairie est passée par là. Nous vivons dans une situation difficile. On est actuellement fatigué, vraiment. Parce que tu imagines, à partir de 10h, on nous a dit de pousser sur les trottoirs. Mais malheureusement, si les gars qui font les ramasses viennent, ils prennent notre bagage. Quelquefois, l'agent de la mairie se pointe à 8h. Il ne nous avertit même pas et on est obligé de ramasser nos bagages et de courir par-ci et par-là. Ils sont à fleur de peau car ils ne font plus de bénéfices. On se réveille très tôt à 5h du matin. Les revendeurs ne veulent même plus prendre le risque de prendre nos marchandises. Les vendeurs de légumes ou de sachets en plastique se plaignent aussi. Ils demandent de l'aide. Des fois, je pouvais rentrer avec 10 000 ou 5 000 francs. Maintenant, c'est impossible de rentrer avec 1 000 francs. Tu dépenses tout au marché. Les clients aussi se plaignent car ils ne trouvent personne au marché après 7 heures. Je pense que la mairie doit agir autrement. Dès qu'on termine nos travaux ménagers, nous arrivons ici à 10h et nous n'avons même pas le temps de faire le marché. Une semaine dans l'impasse, ces vendeurs n'en peuvent plus. Ils demandent la clémence des autorités pour prendre en charge leur famille. Journée mondiale des malades, zoom sur les salles d'hospitalisation. Au centre Elisabeth de la Gueule-Tapée, le constat est alarmant. Des patients qui se présentent sans assistance d'un proche, des salles d'hospitalisation envahies par des visiteurs sans respect des heures de visite. C'est un reportage signé Modi Gaye et Mardia. En pleine discussion avec une accompagnatrice d'un de ces nombreux patients, 40, c'est le nombre de malades qu'il a examinés dans la journée. Ainsi se résume le quotidien de Dr Ndao. L'état des malades, sa préoccupation, une situation qui dépend de plusieurs paramètres. Le patient a besoin de médicaments, le patient a besoin de soutien psychologique, le patient a besoin de son entourage par moment. Le patient a besoin de beaucoup d'autres choses, ce n'est pas des médicaments seulement. En somme, une aide et une compassion sont les recommandations. Mais au Sénégal, le procédé pose souvent problème. Au Sénégal, on s'est rendu compte que les gens ne savent pas rendre visite à des patients. Ils viennent rendre visite à leurs patients en lui amenant des aliments. Alors qu'ils ne savent pas si le patient a été soumis à un régime particulier ou pas. Alors que ce qui serait mieux, ce serait peut-être d'amener de l'argent, de donner aux patients. Parce qu'on est confronté quand même à un problème de sous-développement. On voit des patients qui restent couchés pendant 2 jours sans pouvoir acheter leurs produits. Alors que chaque jour, il y a au minimum 10 à 15 individus qui viennent les rendre visite. Ce serait 500 francs par individu et le problème du malade serait réglé. Autre problème évoqué par le médecin-chef du centre Elisabeth Diouf, des malades qui sont abandonnés par leurs proches. Il y en a qui amènent leurs patients, tu n'as même pas le temps de les voir, de prendre une décision thérapeutique et puis l'accompagnant disparaît dans la nature, comme par enchantement.
Et là, c'est un patient qui te reste entre les mains, tu es obligé de le gérer, tu es obligé de tout faire toi-même. Le risque, c'est que s'il arrive une catastrophe, tu ne sais même pas qui appeler. À côté de ce lot, les malades mentaux errants, les personnes vivant avec le VIH-Sida, souvent victimes de stigmatisation. Et cette journée est l'occasion pour encourager et soutenir les malades. Je vous le disais en sommaire, l'État du Sénégal veut réglementer la construction des mosquées à Soumbène. Le but visé est de retracer à l'origine des financements. Et pour l'imam Ibrahima Pouye de Castor, pas besoin d'aller chercher loin pour justifier l'origine de ces financements. C'est souvent l'œuvre de bonne volonté ou les cotisations des fidèles qui font fonctionner ces mosquées. Aïssatou Paye-Fall. Cette mosquée a été construite en 1957. De bonnes volontés ont aidé à son érection. De fidèles musulmans y ont aussi participé. L'imam Ibrahima Pouye tient à préciser que les financements ont toujours été licites. Nous les fidèles, nous avons injecté dans la construction plus de 35 millions. Nous sommes même en train de refaire des travaux. Lorsque les bonnes volontés passent et qu'elles voient qu'on est en train de réparer, elles nous envoient de l'argent. C'est beaucoup plus facile pour certains d'acheter du ciment, par exemple, que de donner de l'argent. L'imam d'ajouter aussi que le fonctionnement des mosquées obéit à certaines règles. Dans notre mosquée, l'argent est licite, on sait d'où il vient. Nous sommes des talibés chers, nous faisons du zikr ici. Dans beaucoup de mosquées, nous faisons bien attention à l'argent qu'on utilise. Les fidèles musulmans ont mis en place un système de cotisation qui leur permet de subvenir à certains de leurs besoins. Cette mosquée, ce sont nos parents qui ont pris l'initiative de la construire. Le courant, nous le payons. Les coûts varient entre 100 et 150 000. De même que l'eau, nous nous cotisons. Les bonnes volontés nous aident aussi. Pour la petite mosquée, nous cotisons et nous avons des tickets qui coûtent 500 francs que l'on revend. Ainsi, on assure certaines charges. Même si certaines personnes sont dubitatives sur l'origine des fonds qui servent à construire les mosquées, l'imam de Castor persiste sur les financements licites des leurs. Financement des mosquées, toujours la transparence désormais au sommet. Une mesure diversement appréciée des populations. Certains approuvent la décision du ministre de l'Intérieur. D'autres, par contre, s'en offusquent. Je propose de suivre ce micro-trottoir réalisé par Salimata Aoussek et Tierno Laurent Mendy. Je ne vois pas de mal à cela, car le prophète, paix et salut sur lui, prônait la floraison des mosquées. C'est la maison de Dieu. Effectivement, si c'est pour lutter contre le terrorisme, je suis pour, mais pas pour autre chose, car il y a aussi la montée en puissance de Boko Haram. Comme nous sommes dans un pays laïque, je crois que chacun peut exprimer ses opinions religieuses comme idéologiques. Bon, l'État quand même a le droit de contrôler tout ce qui se fait dans le pays, histoire de lutter un peu contre le terrorisme, mais quand même laisser les gens exprimer leur opinion. Il ne faut pas créer des histoires pour ces affaires de mosquée. C'est un lieu sacré. Vraiment, je n'approuve pas cette démarche. Salimata Aoussek, la mosquée en lieu de culte qui joue également un rôle stabilisateur dans la société. Avec un maître à bord, l'imam et une bonne organisation des tâches et une transparence souvent dans la gestion. Alors, pour l'imam Ismaël Ndiaye, l'État n'a pas besoin de s'inquiéter. Fat Bintou Konté. La mosquée, lieu de culte des musulmans. La mosquée est initialement faite pour la pratique religieuse, mais présentement, elle joue un rôle éducatif, social et économique important dans la société. Il fonctionne avec la direction de l'imam. C'est l'imam qui est le principal responsable. Nous voyons maintenant dans nos organisations de mosquées, il y a un comité de gestion dirigé par un président, un trésorier, un secrétaire général, une administration. Et à côté, il y a l'imam, il y a son
Bilal, etc. Donc ça dépend de la grandeur de la mosquée. Si la mosquée est une institution, un complexe, en ce moment-là, sa gestion demande quand même des ressources humaines compétentes. Alors s'il s'agit juste d'une petite mosquée, juste un lieu de prière, alors en ce moment-là, cette mosquée-là n'a pas besoin de toutes ces compétences-là pour qu'elle puisse fonctionner. En tout cas, son fonctionnement dépend d'une grande part de la compétence de l'imam qui dirige cette mosquée, et c'est pourquoi l'islam est très rigoureux dans le choix de l'imam qui doit diriger la mosquée. Dès lors, tout musulman, selon l'imam Ismaïla Ndiaye, doit avoir un comportement exemplaire dans ce lieu de culte. C'est la bonne cohabitation, le bon comportement, le respect de cette maison-là qui est celle de Dieu. Quant à la prolifération des mosquées dont fait état le ministre de l'Intérieur, l'imam Ismaïla Ndiaye marque son désaccord. Il explique toutefois que celui qui construit une mosquée avec de l'argent illicite n'obtient aucune faveur devant Dieu. Il ne faudrait pas transporter des solutions qui vont transporter des problèmes en même temps. Maintenant, celui qui veut construire une mosquée, il n'appartient pas à l'imam de lui demander où tu as pris ton argent. C'est-à-dire, c'est à lui de voir. S'il veut, s'il a gagné son argent de manière illicite et qu'il vienne l'investir dans la mosquée, sont les musulmans qui auront une mosquée, mais lui, il n'aura rien par contre. Les mosquées pullulent à Dakar, leur financement pose problème et les langues commencent à se délier. Falbintou Kanté, nous fermons maintenant cette page pour parler politique. Aminata Touré, envoyé spécial du chef de l'État. L'information continue son bonhomme de chemin. Oui, Asteben, en poste politique pour plusieurs observateurs. Une volonté du président de remobiliser ses troupes en vue des prochaines échéances électorales. C'est un sujet signé Aminata Mbaresso et Mohamed Dia. La nomination d'Aminata Touré comme envoyé spécial auprès du chef de l'État, un poste qui suscite plusieurs analyses. Compte tenu du cadre dans lequel cette annonce a été faite, et compte tenu également que l'annonce a été faite en même temps que l'entrée dans le secrétariat exécutif national de l'APR d'un certain nombre de responsables comme Aliou Sall, comme Abdoulaye Diouf Sarr et comme Demba Sow, je considère qu'il ne peut être question ici que d'une nomination politique et non administrative. Le président aujourd'hui a besoin de se réconcilier avec une personnalité comme ça. Mais écoute, quelle fonction lui donner? Pas question d'en faire un ministre d'État, pas question d'en faire truc. Il n'y a plus rien qui reste là. Le président de la République invente quelque chose qu'on ne connaissait pas, envoyé spécial. Une nomination politique pour ces deux journalistes, une reconstitution qui découle du contexte politique actuel. Macky Sall donc a fait le constat selon lequel il y avait ce vide au moment où les attaques de l'opposition réunies autour du Front pour la défense de la République se font de plus en plus incisives, et au moment où il a pris conscience qu'il ne peut plus compter ni sur le Parti socialiste qui a encore déclaré Urbi et Urbi qu'ils auront un candidat en 2017, et au moment où la crise qu'il y a au sein de l'AFP l'a édifié sur le fait que même si Moustapha Niasse est prêt à le soutenir jusqu'au bout en 2017, ce ne sera qu'avec une partie de l'AFP. Certains le voient comme une sorte de doublon du Premier ministre. Je ne le vois pas moi comme ça. Je dis, Aminata, vous savez, le président de la République a besoin, comme tout pouvoir, a besoin au moins de 4 caractères parmi les personnes. Penseur, fonceur, parleur et puis négociateur. Mais Aminata, au moins, on sait qu'il y a un avantage par rapport à ces critères donc de fonceur, de penseur, de négociateur et de parleur. Mais cette nouvelle fonction politique n'est-elle pas dévalorisante pour Aminata Touré qui fut Premier ministre? À cette fonction-là, elle n'est responsable de rien, mais elle a regard sur tout. Il ne faudrait pas s'étonner qu'à la suite de Mimi Touré, qui vient d'hériter de cette fonction, que moi je considère comme une fonction plus politique qu'administrative, que d'autres de ce premier cercle, comme Thierno Alassane Sall, comme Mbaye Ndiaye, comme Mariam Badiane, comme Mor Ngom, reviennent aux affaires. La balle est dans le camp du président de la République et de son ex-premier ministre qui doivent apporter les réponses appropriées.
Nous restons en politique toujours. Ce semaine, les jeunes apérisses de Kolda à l'école du plan Sénégal émergent. La leçon du PSE reçue, ils vont s'occuper de sa vulgarisation et mieux le faire connaître à travers Kolda et ses contrées. Attentes de ces jeunes de Kolda, une bonne gestion des fonds destinés au plan Sénégal émergent. Kolda, nous retrouvons Abdoulaye Diallo. Le plan Sénégal émergent souffre d'un déficit de communication au point que les habitants des régions périphériques comme Kolda ne connaissent pas le PSE. Pour mieux le vulgariser auprès des habitants de la région de Kolda, des femmes de l'APR ont organisé une communication autour de ce programme via un forum. Aujourd'hui, vous rencontrez un citoyen dans la rue, il dit c'est un programme du président, mais on ne connaît pas en réalité le contenu. Ce qui nous a poussé en tant que responsable de l'APR, en tant qu'actrice de développement, à venir vers sœurs de l'APR, vers sœurs du Benno Bokoyaka, vers mes sœurs du Fouladou, à venir s'accaparer du plan Sénégal émergent. Les grandes orientations du PSE ont été expliquées aux populations koldoises. Lue en français, la communication a été traduite en Wolof, Pulaar et Mandeng afin que le maximum de participants soient au même niveau d'information par rapport au plan Sénégal émergent. Le dit forum a été animé par des experts en développement local. C'est véritablement une occasion de discuter avec les populations à la base autour du PSE. C'est de leur expliquer de fond en comble ce qu'est le PSE, loin des considérations politiques, loin des considérations partisanes. Donc à ce niveau, je crois que c'est important que les populations sachent que le plan Sénégal émergent transcende les considérations politiques. Les participantes qui sont venues des 4 coins de la région de Kolda attendent beaucoup du plan Sénégal émergent. Voilà, c'est qu'en tant que femme, en tant qu'artiste de développement, nous voulons que dans le programme du plan Sénégal émergent, que les femmes se sentent tout à fait à l'aise, c'est que les préoccupations soient prises en charge. À ces femmes de souhaiter que les fonds destinés à la mise en œuvre du PSE ne fassent pas l'objet de malversations ou de détournement d'objectifs. AS Pikine, étoile filante de Ouaga, c'est ce samedi, un match comptant à sous pour les préliminaires de la Ligue africaine des champions. Et les représentants du Sénégal, Cheikh Tidiane, de se préparer sur le terrain tactique et beaucoup de sérénité. Codé Ndiaye et Modou Diop ont assisté à la séance d'entraînement de ce mardi de l'AS Pikine. À quelques jours avant la première rencontre africaine de l'AS Pikine, au complet, l'effectif pikinois peaufine ses derniers réglages. La sérénité est de mise. La préparation n'a jamais cessé d'être faite. Il fallait continuer à travailler parce qu'il y avait aussi des échéances locales. Et maintenant, voilà, on se tourne maintenant vers la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, on va travailler sur l'aspect technique, la maîtrise du ballon, sous pression, la progression également, et ensuite sur la fin, la finition. Champion du Sénégal en titre, l'AS Pikine va défier son homologue burkinabé, l'étoile filante de Ouagadougou, une habituée de l'Afrique, pourtant presque inconnue par l'entraîneur pikinois. Une équipe qu'il faut respecter, mais avec laquelle il faudra en découdre forcément pour passer au deuxième tour. Néanmoins, la confiance est de rigueur dans les rangs pikinois en dépit de la trêve de 3 semaines du championnat local. Nous savons tous que nous allons manquer de rythme. Mais d'après les informations que j'ai eues également, de l'autre côté aussi, le championnat était arrêté et n'a repris que récemment. On ne va jamais vers un match pour dire qu'on n'est pas confiant. Donc, et nous ferons tout pour que les joueurs soient en tout cas le moins stressés possible, le moins, voilà, pour qu'ils se libèrent et qu'ils jouent. C'est une première pour l'AS Pikine. Il ne faut pas avoir de regrets au bout. La rencontre AS Pikine étoile filante de Ouagadougou aura lieu le samedi 14 février 2015 au stade Demba Diop. Elle rentre dans le cadre des tours préliminaires de la Ligue africaine des champions, une première à ne pas rater pour les Pikinois. Codé et l'AS Pikine de faire appel aux bonnes volontés, particulièrement la ville de Pikine, Cheikh Tidiane. Une participation financière pour boucler le budget avant le match retour et une grosse mobilisation pour pousser l'équipe à la victoire. Là-dessus, je vous propose d'écouter Famara Soli, le secrétaire général adjoint. Il est au micro de Codé Ndiaye. Les compétitions africaines coûtent excessivement cher
et qu'aujourd'hui nous sommes à l'écoute de nos partenaires. En l'occurrence, le premier d'entre eux est la ville de Pikine, quand même, qui doit nous donner la subvention municipale. On attend aussi d'autres partenaires, on tend la main à tout le monde, à tous les Pikinois, à tous nos partenaires traditionnels, les personnes ressources de la ville de Pikine, pour qu'ils accompagnent le club. Parce que c'est une compétition africaine, ça coûte excessivement cher. Maintenant, la Fédération sénégalaise de football nous a appuyés, Orange aussi nous avait appuyés, parce que Orange c'est un partenaire de la Ligue professionnelle qui accompagne les équipes qualifiées en Ligue des Champions. Donc on attend d'autres partenaires, des personnes ressources. Le président de la République avait lancé un appel pour que toutes les sociétés de la passe puissent accompagner l'AS Pikine, les hommes politiques, etc. Les Niayes de Pikine, ancêtres de l'AS Pikine, à la veille de l'entrée en matière du club fanion de la banlieue en Afrique, les précurseurs donnent des conseils à leurs jeunes frères. Beaucoup d'efforts de la part des joueurs et une grande mobilisation du côté des supporters pour une première sortie victorieuse en Ligue des Champions. Mamadou Ndiaye et Hamza Diallo ont fait parler la pikinité. Tous derrière AS Pikine, le club de la banlieue retient son souffle. Les anciens de Niayes de Pikine, devenus aujourd'hui AS Pikine, se souviennent de ces moments. J'ai joué au Niayes pendant une certaine durée. J'ai dirigé mes copains avec. Et nous en sommes aujourd'hui à la phase où le football professionnel a été mis sur pied. Nous sommes désormais les anciens supporters, mais nous étions toujours derrière cette équipe depuis les années 60. C'est pourquoi nous prions pour la victoire de AS Pikine samedi prochain face à l'étoile filante de Ouaga. Nous pensons que l'AS Pikine va faire mieux que ses devanciers. Pour sa première sortie en Afrique ce samedi, les anciens demandent plus de motivation aux joueurs de l'AS Pikine pour bien aborder ce match. Il faut qu'ils soient prêts sur le plan mental. Jouer en Afrique, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut être prêt physiquement, mentalement, pour affronter l'adversaire. Certes, il y a une grande différence entre l'équipe de l'année dernière et celle d'aujourd'hui. Mais moi, je crois à ces jeunes. Je leur demande plus de motivation pour remporter ce match. AS Pikine, étoile filante de Ouagadougou, prévu ce samedi au stade Demba Diop à 17 h. La population se mobilise déjà pour supporter les Pikinois vers la victoire. Vous avez compris, dossier du jour. Pour terminer, appel au dialogue politique de l'ancien président Abdoulaye Wade. Les acteurs politiques toujours pas autour de la table et pas de premier contact. Le dialogue politique en veut pieux. Les avis sont partagés à tout et donc on souhaite que l'intérêt général prime sur les intérêts crypto-personnels. C'est un dossier signé Adi Atala et Tierno Laurent Mendy. Le dialogue politique tant agité tarde à se concrétiser. Selon certains observateurs, il requiert des préalables. C'est mieux que les acteurs politiques, l'opposition comme la majorité présidentielle, se mettent autour d'une table afin de trouver un consensus pour le bien-être de tous les Sénégalais. Il ne faut pas annoncer qu'on doit dialoguer si on a à l'esprit qu'on a des moyens de pression que l'autre partie n'a pas. Il faut que les deux parties sachent que l'enjeu, ce n'est pas l'orgueil de Abdoulaye Wade ou l'orgueil de Macky Sall, mais c'est notre paix sociale et politique. Malgré tout, des formations politiques restent optimistes. Elles pensent que sa matérialisation peut être source de stabilité sociale. Et dialoguer, oui, mais autour des problèmes des Sénégalais, autour du développement du pays, autour du développement social, du développement économique, autour du positionnement diplomatique du Sénégal, autour de la mobilisation des financements pour la réalisation de projets. Oui, ça, je pense que personnellement, je suis très favorable. À nous d'apporter notre contribution afin de permettre aux principaux acteurs de nous lire ou de nous écouter pour au moins essayer d'apaiser la situation. Bokk Gis Gis, malgré sa volonté, demeure sceptique quant à la tenue du dialogue politique. Je ne suis pas d'accord pour qu'on dialogue et
trouver des combines de rentrer dans un gouvernement ou en tout cas de mettre en selle quelqu'un. Les conditions, elles doivent être définies d'accord parti entre le pouvoir et l'opposition. De l'avis de Mbaye Sidi Mbaye, la concertation se doit d'être régulière et exige l'implication de tous les secteurs sociopolitiques. Le dialogue, il est permanent, il doit être permanent. Parce que quand vous gouvernez et que vous ne faites pas attention à des catégories, à des sous-catégories, vous gouvernez avec des gens, vous laissez les autres, vous créez des frustrations. Le Sénégal, depuis l'indépendance, a traversé de nombreuses péripéties et jamais elles ont provoqué un dialogue politique entre les différents acteurs. Le pouvoir et l'opposition, campant chacun sur sa position, va-t-il aider à dissiper les nuages? Hadi Attala, merci. C'était le dernier acte de ce journal. Merci également à toi, Stoumben Tchoub. Merci, cher Tidiane. Merci à vous. À la prochaine rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. À suivre tout à l'heure votre série En Café avec. Au revoir.